Chapitre 12. La demoiselle hideuse. Le troisième jour de la fête, on vit arriver à la cour une demoiselle montée sur une mule fauve et tenant dans sa main droite un fouet. Je dois vous faire un portrait de cette demoiselle tel que le rapporte le livre où j'ai trouvé cette histoire. Sa chevelure était tordue en deux grosses tresses noires. Son cou, son front, ses mains avaient la couleur du fer. Ses dents, celles du jaune d'œuf. Ses yeux, deux petits trous ronds, pas plus gros que les yeux d'un rat. Son nez était celui d'un singe ou d'un chat, et ses lèvres celles d'un âne ou d'un bœuf. Avec cela, barbu comme une chèvre et bossu par devant et par derrière. Quant à ses jambes, elles étaient tordues comme des baguettes d'osier, bien faites pour mener la danse. Jamais vous n'auriez trouvé un tel prodige de laideur, même en enfer. Elle s'avança devant le roi. La cour n'avait jamais vu un être aussi hideux. Elle les salua tous, le roi et ses barons, à l'exception de Perceval. À lui elle dit, du haut de sa mule fauve, « Ah, Perceval, maudit soit qui te salue ou qui te souhaite du bien. Tu l'as rencontré ta chance et tu ne l'as pas saisie. Tu es entré chez le roi pêcheur, tu as vu la lance qui saigne, mais tu n'as pas ouvert la bouche. C'était trop pénible pour toi. Tu n'as pas été capable de demander pourquoi cette goutte de sang jaillit à la pointe du fer étincelant. Et le Graal que tu as vu, tu n'as posé aucune question pour savoir à qui l'on en faisait le service. Malheur à celui qui rencontre la plus belle occasion qui soit et qui en attend une autre meilleure. C'est toi, misérable, qui as vu que c'était le moment de parler et qui as gardé le silence. Quel malheur que ce silence! Si tu avais posé ces questions, le bon roi, si affligé, serait maintenant guéri de sa blessure et pourrait gouverner paisiblement sa terre. Les conséquences de cette infirmité seront terribles. Bien des chevaliers mourront, les dames perdront leur mari, les jeunes filles privées de toute aide deviendront orphelines et les terres seront dévastées. Le royaume entier deviendra une terre gaste. Tous ces malheurs arriveront par ta faute. La demoiselle hideuse se tourna alors vers le roi. « Roi, je m'en vais, si vous le permettez. Je dois en effet loger ce soir loin d'ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du château orgueilleux. C'est là qu'il me faut aller. Dans ce château, il y a bien 570 chevaliers de grande valeur, tous accompagnés de leurs amis, des dames nobles et ravissantes. Sachez que là, tout chevalier aura l'occasion de s'illustrer. Quiconque est en quête d'exploits chevaleresques en trouvera à sa mesure. Mais celui qui voudrait remporter le prix sur tout le monde, je crois savoir l'endroit où il pourrait le conquérir, s'il l'osait. Sur la colline de Montéclair, il y a une demoiselle assiégée. Celui qui parviendrait à lever le siège et à délivrer la jeune fille aurait conquis toute la gloire du monde. La demoiselle se tut alors. Elle avait livré son message et elle repartit sans en dire davantage. M. Gauvin bondit sur ses pieds et déclara qu'il ferait tout son possible pour porter secours à la demoiselle de Montéclair. Giroflée, fils de Do, parlant à son tour, dit qu'il irait combattre au château orgueilleux. « Et moi, dit Caïdin, je gravirai le mont douloureux, je ne m'arrêterai pas avant. » Mais Perceval lui parla tout autrement. « Je rechercherai sans me lasser les aventures les plus dangereuses. Jamais je n'entendrai parler d'un passage difficile sans aller le passer, ni d'un chevalier redoutable sans aller l'affronter, tant que je n'aurai la réponse à mes questions. Jamais je ne coucherai 2 nuits de suite dans la même demeure, avant de savoir à qui l'on sert le Graal et pourquoi la lance saigne. Voilà le serment que je fais. » Et il y avait bien là 50 chevaliers. Tous se levèrent et se jugèrent de partir en quête des aventures les plus redoutables dans les contrées les plus étranges et les plus périlleuses. Tandis qu'ils se préparaient et s'équipaient, voici qu'entra dans la salle un chevalier nommé Guingamp-Brésil, portant un écu d'or barré d'une bande d'azur. Il reconnut le roi et le salua comme il le devait. Mais il ne salua pas Gauvin. Il l'accusa de traîtrise en ces termes. « Gauvin, tu as tué mon seigneur et tu l'as frappé sans l'avoir auparavant défié. La honte et le blâme sont sur toi. Je t'accuse donc solennellement de trahison. Que tous ces barons sachent bien que je n'ai pas menti d'un seul mot. » À cet instant, monseigneur Gauvin se leva d'un bond rempli de honte. Et Agravin l'orgueilleux, son frère, se dressa à son tour. « Par Dieu, cher seigneur, dit-il à son frère, ne déshonorez pas notre lignage en répondant vous-même à cette accusation. Laissez-moi laver cette injure en vous défendant. »« Frère, répondit Gauvin,
Je ne laisserai à personne le soin de laver mon honneur. C'est moi qui suis accusé, c'est moi qui assurerai ma défense. Si je savais avoir causé du tort au chevalier, je lui demanderais de faire la paix et je proposerais très volontiers une réparation que tous jugeraient équitable. Mais son insulte dépasse les bornes et je me défendrai par les armes où il lui plaira. Je m'y engage. Guingamp-Brésil affirma qu'il ferait la preuve de cette ignoble trahison dans 40 jours devant le roi d'Escavalon. Et moi, dit Gauvin, je promets de m'y rendre dès maintenant, et nous verrons bien qui est dans son bon droit. Aussitôt, Guingamp-Brésil partit. Quant à monseigneur Gauvin, il se prépara au départ sans attendre. Tous lui proposèrent leurs meilleures armes, écus, lances, hommes, épées. Gauvin les refusa toutes et n'emporta que les siennes. Il emmena avec lui 7 écuyers, 7 destriers et 2 écus. Vous auriez entendu les lamentations de la cour. On pleurait à chaudes larmes, on se frappait la poitrine, on s'arrachait les cheveux. Pas une dame ne se désola. Monseigneur Gauvin s'en allait. Tout le monde laissait éclater sa douleur. Mon récit va maintenant se consacrer longuement à Gauvin, et vous ne retrouverez Perceval que bien après. Chapitre 13. La demoiselle aux petites manches. Monseigneur Gauvin prit donc la route vers Escavalon. Il croisa tout d'abord sur une lande un groupe de chevaliers, puis un écuyer qui menait de sa main droite un cheval espagnol. « Mon ami, dis-moi, qui sont ceux qui viennent de passer par ici ?»« Seigneur, c'est Mélian le Lys, un chevalier vaillant et hardi. »« Et sais-tu où il se dirige ? Il va à un tournoi qu'il doit livrer contre Thiébaut de Tintagel. »« Mais comment est-ce possible ? N'a-t-il pas été élevé par la maison de Thiébaut, le vassal de son père ? » Oui, Seigneur, c'est tout à fait exact. Son père était le suzerain de Thiébaut, et il l'appréciait beaucoup. Il lui a donc, avant de mourir, confié son fils à éduquer. Mélian fut élevé par lui avec beaucoup d'affection jusqu'au jour où il s'éprit d'une fille de Thiébaut et lui demanda son amour. Mais la jeune fille lui répondit qu'il lui faudrait d'abord le mériter par ses exploits. Elle lui imposa d'organiser un grand tournoi contre son père. Elle veut s'assurer, en le voyant jouter et manier les armes devant elle, que son amour sera bien placé. Le seigneur de Tintagel a donc accepté ce tournoi contre Mélian de Lys. Vous devriez les rejoindre et tâcher de vous illustrer dans ce combat. Gauvin poursuivit sa route en direction de Tintagel, car il n'y avait pas d'autre chemin. Arrivé au pied de la tour, il entra dans un pré avec tout son équipage, chevaux, lances, écus. Il mit pied à terre sous un chêne. Pendant ce temps, dans la ville, on se préparait au tournoi. Les dames et les demoiselles montèrent s'asseoir tout en haut de la tour, d'où elles pourraient le mieux observer la joute. Elles virent alors en bas, dans le pré, monseigneur Gauvin avec tout son équipage. « Eh bien, ce chevalier a tant d'armes et de destriers qu'il y en aurait assez pour 2. Que fera-t-il de ces 2 écus ?» La fille aînée de Thiébaut était montée au sommet de la tour avec sa sœur cadette. Celle-ci portait des manches fort élégantes, si étroites qu'on les aurait dites peintes sur ses bras. Pour cette raison, on l'appelait la demoiselle aux petites manches. Avec les 2 jeunes filles, toutes les dames s'étaient rassemblées. Aussitôt, le tournoi se mit en place devant le château. Aucun chevalier n'avait plus fière allure que Mélian le Lys, et son ami faisait son éloge aux dames qui l'entouraient. « Vraiment, mesdames, jamais un chevalier ne m'a plu autant que Mélian de Lys. N'est-ce pas un plaisir de le voir ?»« Croyez-vous, lui dit sa sœur, assise à côté d'elle, le chevalier dans le pré me semble plus beau encore. » L'autre, en colère, voulut la frapper, mais les dames l'en empêchèrent. Puis le tournoi commença. On y brisa plus d'une lance, on y porta de grands coups d'épée, et bien des chevaliers furent jetés au sol. Mais sachez que ceux qui durent jouter avec Mélian de Lys le regrettèrent, car il se battait mieux que tous les autres. Son amie, folle de joie, ne put se retenir. « Mesdames, regardez ce spectacle extraordinaire. Ce jeune homme est meilleur que vous ayez jamais pu voir. Il est plus beau et plus fort que tous. »« Moi, j'en vois un meilleur encore, répliqua la petite. L'aînée se jeta sur elle, enflammée de colère. « Petite garce, comment osez-vous critiquer quelqu'un que j'admire ? Prenez donc cette gifle et réfléchissez-y à 2 fois. » Elle la frappa si violemment que ses 5 doigts en furent imprimés sur son visage. Les dames la blâmèrent et lui ôtèrent la petite des mains.
Puis, observant à nouveau monseigneur Gauvin, elles reprirent leurs remarques. « Mon Dieu, ce chevalier sous le chêne, qu'attend-il pour s'armer et participer au tournoi? Il a dû faire vœu de paix. »« C'est un marchand, dit la troisième. En fait, tous ces chevaux, il les mène pour les vendre. »« Vraiment, répliqua la petite, vous êtes de mauvaise langue. Croyez-vous qu'un marchand aurait de si grosses lances avec lui? C'est un chevalier, il en a bien l'air. » Mais les dames répondirent en chœur. « Il en a peut-être l'air, mais il ne l'est pas. Il s'en donne l'apparence pour éviter de payer les péages dont doivent s'acquitter les marchands. Mais sa ruse ne servira à rien. On va l'arrêter comme un voleur et lui passer la corde au cou. » Monseigneur Gauvin entendait distinctement les moqueries des dames. Il souffrait d'avoir à endurer cette honte. Mais il pensait avec raison qu'il devait par priorité aller défendre son honneur là où il était accusé de trahison. S'il ne remplissait pas son engagement, il serait déshonoré et tout son lignage avec lui. Il ne pouvait donc prendre le risque d'être blessé ou fait prisonnier, et pourtant il mourait d'envie de participer au tournoi. Toute la journée, jusqu'à la tombée de la nuit, on se battit devant la porte du château. L'issue du combat resta indécise et l'on décida qu'il reprendrait le lendemain matin. Monseigneur Gauvin entra dans la ville pour y passer la nuit. Un vavasseur très courtois, du nom de Garin, le pria d'accepter son hospitalité. Ils se dirigèrent donc vers sa demeure, et en chemin le vavasseur lui demanda pour quel motif il ne participait pas au tournoi. Gauvin lui expliqua toutes ses raisons, et Garin ne put que l'approuver. Pendant ce temps, les gens de la cour étaient en train de lancer contre lui de graves accusations. La fille aînée du seigneur, par haine de sa sœur, travaillait à persuader son père. « Seigneur, vous auriez bien tort de ne pas faire arrêter ce faux chevalier. Il a introduit dans la ville écus, lances et chevaux, et il se livre sans vergogne au commerce. Traitez-le comme il le mérite. Il est allé s'héberger chez Garin, le fils de Berthe. » Il se donnait bien du mal pour déshonorer le chevalier. Le seigneur monta en selle, car il voulait aller en personne chez le vavasseur où logeait Gauvin. Mais sa plus jeune fille, le voyant partir ainsi, passa par la porte de derrière et courut en cachette chez le seigneur Garin, qui avait 2 filles charmantes. Quand celles-ci virent la petite, elles furent toutes joyeuses et l'embrassèrent. Le seigneur Garin et son fils étaient montés à cheval pour aller parler à leur seigneur. Ils le rencontrèrent en chemin. Thibaut de Tintagel leur dit qu'il venait précisément chez eux. « Ma foi, je viens chercher un homme qui se fait passer pour chevalier, mais en fait c'est un marchand qui est là pour vendre des chevaux. »« Quel méchant propos! Par Dieu, Seigneur, je suis votre vassal, mais je me délie ici même de mon serment et je vous défie, si vous voulez porter atteinte à mon hôte sous mon toit. » « Je n'en avais nullement l'intention. Votre hôte et votre demeure sont sacrés pour moi, mais je dois dire que l'on m'a bien poussé à agir ainsi. »« Soyez-en remerciés, fit le vavasseur, mais venez donc voir mon hôte, ce sera un grand honneur pour moi. » Monseigneur Gauvin se leva à leur vue et les salua courtoisement. Le seigneur de Tintagel lui demanda pourquoi il s'était abstenu de participer au tournoi. Il admit parfaitement les raisons de Gauvin. Un homme accusé de trahison et devant se défendre dans une cour royale ne pouvait prendre le risque de manquer à sa parole. Le seigneur s'apprêtait à les quitter quand il vit entrer sa plus jeune fille, qui se précipita aux pieds de monseigneur Gauvin et le saisit par la jambe. « Cher seigneur, prêtez-moi attention, je suis venu me plaindre à vous de ma sœur qui m'a battu. Faites-moi rendre justice, je vous prie. » Monseigneur Gauvin se taisait, car il ignorait tout de l'affaire. La demoiselle insista. « C'est à vous, seigneur, que je parle, et c'est devant vous que j'accuse ma sœur. Je n'ai aucune raison de l'aimer, car aujourd'hui elle m'a couverte de honte à cause de vous. »« Mais en quoi suis-je concernée, ma belle amie? Comment pourrais-je vous aider à obtenir justice ?» Le seigneur, qui avait déjà pris congé, entendit la requête de sa fille. « Ma fille, qui vous a permis de venir vous plaindre au chevalier. Ma fille, qui vous a permis de venir vous plaindre au chevalier ?»« C'est donc votre fille, cher seigneur, fit Gauvin. »« Oui, mais ne vous souciez pas de ses paroles. Ce n'est qu'une enfant, encore naïve. »« Certes, mais il serait vraiment grossier de ma part de ne pas faire sa volonté. Dites-moi toutefois, ma douce et noble enfant, quelle justice pourrais-je obtenir de votre sœur et comment ? Seigneur, s'il vous plaît, il suffirait que demain vous portiez les armes au tournoi pour l'amour de moi. Dites-moi, ma chère amie, avez-vous déjà fait semblable prière à un chevalier? Non, jamais, Seigneur.
Ne prenez pas au sérieux cet enfantillage, dit Thiébaut. C'est une folie. Mais monseigneur Gauvin lui répondit. Par Dieu, Seigneur, son discours enfantin est trop charmant, et je ne saurais opposer un refus à cette fillette. Puisque c'est son désir, demain, je serai pour un moment son chevalier. Soyez 1000 fois remercié, cher Seigneur. Elle était tellement heureuse qu'elle s'inclina devant lui jusqu'à terre. Ils s'en allèrent sans rien ajouter, le père emportant sa fille sur le cou de son palefroid. Elle lui raconta alors comment la dispute était arrivée. « Seigneur, ma sœur était tellement exaspérante, à chanter les louanges de son Mélian de Lys. Il était pour elle le meilleur chevalier, et moi je n'ai pu m'empêcher d'affirmer que j'en voyais un bien plus beau que le sien. Elle m'a traité de folle et de garce, elle m'a tiré les cheveux et giflé. Mais demain, je l'espère, mon chevalier abattra au sol Mélian de Lys. Chère fille, je vous autorise, et même vous recommande de lui faire parvenir par courtoisie un gage d'affection, manche ou guimpe. Je le ferai très volontiers, mais mes manches sont si petites que je n'oserais lui en envoyer une. Elle lui semblerait de bien peu de valeur. Ma fille, laissez-moi faire. Je vais m'en occuper. Ils revinrent tous deux au palais, le père tenant sa fille serrée dans ses bras. Quand la sœur aînée les vit, elle dit aigrement. « D'où vient donc, ma sœur, cette petite sournoise? Qu'est-ce que cela peut vous faire? Vous feriez mieux de vous taire, car elle vaut mieux que vous. Vous l'avez battue et vous lui avez tiré les tresses. Ce n'est pas la conduite d'une jeune fille courtoise, et je suis très mécontent de vous. » L'aîné se tut, très vexé de cette réprimande. Le père, de son côté, fit tirer de ses coffres une étoffe de soie vermeille, et tailler et coudre une manche bien longue et large. Puis il la donna à sa cadette. « Ma fille, demain matin, levez-vous à l'aube, et allez donner au chevalier cette manche neuve. Il la portera, pour vous, au tournoi. » La demoiselle, transportée de joie, eut bien de la peine à s'endormir. Elle se leva donc au matin et alla au logis de monseigneur Gauvin. Elle se précipita vers lui. « Que Dieu vous protège et vous comble d'honneur en cette journée. Vous porterez, pour l'amour de moi, cette manche que voici. »« Volontiers, mon ami, je vous en remercie. » Les chevaliers ne tardèrent pas à se rassembler et à sortir de la ville. Les dames et les demoiselles montèrent à nouveau en haut de la tour. Mélian de Lys s'avança, précédant tous les autres. Quand elle le vit, l'aînée ne put se retenir. « Mesdames, voyez venir le plus vaillant et le plus renommé. » Monseigneur Gauvin s'élança alors de toute la vitesse de son cheval vers Mélian, qui ne doutait pas de lui. Les lances volèrent en éclats, mais Gauvin le frappa si fort qu'il le désarçonna. Aussitôt, il prit son cheval et le confia à son écuyer, pour qu'il le mène à celle pour qui il combattait. La sœur cadette du haut de la tour avait bien vu tomber Mélian de Lys. « Ma sœur, vous pouvez le voir étendu sur le dos, le seigneur Mélian de Lys, dont vous chantiez les louanges. J'avais raison hier de dire qu'il y en avait un autre qui valait bien mieux. » Elle faisait exprès de tourmenter sa sœur aînée, qui s'écria, folle de colère. « Petite garce, tais-toi! Si je t'entends encore prononcer un mot, je vais te donner une gifle qui t'enverra à terre. »« Allons, allons, ma sœur, même si vous devez crever de rage, j'ai dit la vérité, votre chevalier est sur le dos. Il agite bras et jambes sans pouvoir se relever. » L'autre lui aurait bien donné une claque, mais les dames mirent la cadette à l'abri. Pendant ce temps, son champion remportait victoire sur victoire. Des 3 autres destriers qu'il gagna, il en envoya un à la femme de son hôte et les 2 autres à ses filles. Le tournoi se termina et monseigneur Gauvin en remporta le prix. Il revint au château escorté de toute une troupe de chevaliers. Il rencontra la petite demoiselle à la porte de son logis. Elle le saisit par l'étrier en disant « 1000 fois merci, mon très cher seigneur. » « Demoiselle, même quand je serai un vieillard aux cheveux blancs, je serai toujours à votre service, soyez-en assurée. Si vous avez besoin de mon aide, je viendrai au premier message. » Il parlait ainsi quand survint le père. Voyant que le chevalier allait partir, Thiébaut de Tintagel lui demanda son nom. « Seigneur, on m'appelle Gauvin. Je n'ai jamais caché mon nom, mais je ne l'ai jamais dit avant qu'on me le demande. » Le seigneur fut rempli de joie. Il aurait bien voulu le garder plus longtemps auprès de lui, mais monseigneur Gauvin résista à ses prières. Il prit congé de son hôte et reprit sa route vers Escavalon.